Bonjour à tous et bienvenue dans Parole d'experts, spécial été. Nous avions fait une première émission, le tour du monde, et montrer pourquoi les marchés étaient dans l'expectative. C'est-à-dire qu'on a finalement une croissance plutôt médiocre et pas mal d'interventions des banques centrales qui peuvent parfois inquiéter les investisseurs. Alors, avec Philippe Béchade, qui est analyste macro pour la Bourse au quotidien. Bonjour Philippe d'ailleurs. Bonjour. Nous allons essayer de voir ce qu'un gérant peut faire. Alors, on va se mettre à la place d'un gérant, vous les côtoyez régulièrement. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire devant cette situation assez complexe? Le débat porte sur qu'est-ce que les banques centrales vont annoncer, qu'est-ce qu'elles concoctent pour entretenir la mécanique haussière des marchés. Donc Philippe, ça veut dire que ce ne sont plus les résultats et les perspectives des sociétés, par exemple, qui vont influencer le gérant, mais ce que vont faire les banques centrales. C'est d'abord ce que vont faire les banques centrales, et après ça, on va faire un habillage. On va se dire, alors maintenant que j'ai de l'argent, maintenant que la banque centrale s'est engagée à me donner plus d'argent ou à baisser encore les taux, quelle est la meilleure équation? Est-ce que je dois chercher une action qui est généreuse en dividendes, ou qui au contraire génère de l'alpha ou du bêta? Voilà, c'est juste après, comment j'alloue l'argent? Mais si je ne crois pas que la Banque centrale va en mettre plus, ou que la Banque centrale va obtenir une quelconque forme d'efficacité dans sa politique monétaire, il y a un moment où je me dis, mais qu'est-ce que je fais? Le gérant se pose la question. Alors, est-ce qu'il y aura plus d'argent? Certainement. Est-ce que les taux vont être plus bas? Certainement. Est-ce que ça va être efficace? Je dirais là, on prie pour que ça soit le cas. Bon, à peu près tout le monde aujourd'hui pense que ça va, on ne sait pas combien de temps ça va durer, mais les banques centrales vont continuer à injecter de l'argent, donc vont sécuriser les perspectives à court terme des marchés. Donc maintenant, le gérant, vers quoi il va se diriger? Si aujourd'hui j'étais un gérant en me disant si les schémas qui ont fonctionné hier fonctionnent demain, je serais plus tenté aujourd'hui d'aller sur l'obligataire, donc de jouer de façon tout à fait spéculative une appréciation du cours de l'obligation. Je ne cherche pas le rendement puisqu'il est négatif, je vise simplement aujourd'hui à faire de la plus-value sur l'obligataire et je vais chercher du rendement sur les actions. Alors, où est-ce que je vais en trouver aujourd'hui? Eh bien, par exemple, sur les groupes pétroliers, puisqu'on a vu, par exemple, BP et Shell annoncer une baisse de 70% de leurs bénéfices au deuxième trimestre et maintenir le dividende. Donc, on obtient là des rendements de 6-7%. C'est des rendements de 6 ou 7%. Alors, est-ce qu'ils sont tenables? Certainement pas, mais peut-être pendant un certain temps, si l'argent reste gratuit, puisque pour financer les dividendes, on peut emprunter l'argent sans frais. Et que font justement les gérants sur les valeurs dites refuges, sur l'or, sur des actifs de ce type-là? Vous avez de plus en plus de gens qui vous disent que l'or peut être considéré aujourd'hui comme une solution alternative intéressante. Maintenant, quelles sont les valeurs refuges, là en parlant de valeurs mobilières? On voit la préférence du marché. Il suffit de faire la liste des meilleures performances depuis le début de l'année. Et vous avez donc les maisons de retraite, tout ce qui touche à la dépendance. Vous avez le matériel médical. Vous avez toujours les équipementiers automobiles de préférence aux constructeurs. On considère qu'ils ont plus de pricing power. Le problème, c'est que tout le monde joue les mêmes. Donc ce sont des belles valeurs, incontestablement, avec, on va dire, presque un avenir radieux, mais aujourd'hui des PER qui atteignent des sommets, mais il faut les avoir en portefeuille. Et est-ce que les gérants vont regarder de près les prochaines échéances électorales? On pense au référendum constitutionnel en Italie, on pense aux élections américaines. Alors, il est évident que pour les marchés, ces échéances électorales revêtent une importance stratégique. Parce qu'on sait que Matteo Renzi joue son avenir politique sur quelque chose de très délicat et qui, on va dire, hérisse déjà l'épargnant et le contribuable italien, c'est-à-dire les réglementations du marché du travail, les régimes de retraite, etc. Et il faut, en plus de ça, d'ici les élections, sauver le système bancaire italien sans pénaliser, sans ponctionner l'épargnant, qui est souvent deux fois exposé aux difficultés des banques dont il est client. La première
parce qu'il en est le créancier au travers des fonds communs de placement. Donc c'est un des créanciers parce que la banque met ses propres dettes dans le panier. Et il est exposé, en fonction des nouvelles réglementations européennes, si rincer les créanciers ne suffit pas, on ira chercher l'argent dans les dépôts, qui ne sont qu'une créance également. Donc là, c'est la double peine. Et là, c'est politiquement explosif. Et M. Renzi l'a bien dit, le bail-in, c'est-à-dire rincer le client de la banque italienne, c'est juste pas envisageable. Donc une rentrée, on va dire, qui s'annonce quand même difficile, avec une fois encore des marchés qui vont attendre beaucoup des banques centrales, Philippe. Elles dépendent des flux de liquidités que les banques centrales vont continuer d'injecter ou vont promettre, ou on va le comprendre au travers de leur discours. S'il faut aller plus loin, la BCE étendra la durée du quantitative easing. Elle pourrait même le muscler, baisser encore plus le taux des prises en pension de moins 0,40 à moins 0,50. On espérait que la Banque centrale du Japon ferait de même. Et là, depuis un mois et demi, eh bien, elle semble dire que aller plus loin, à quoi bon? Ça ne marche plus. Philippe, merci. Merci.